Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab News GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes branchés de partout, ici en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie. Partout à travers le monde, vous nous suivez. Vous suivez Baobab News GV, votre chaîne d'information, média pour vous informer de tout ce qui se passe à travers le monde. J'ai reçu pour vous un professeur. Quand on parle d'un professeur, c'est quelqu'un qui a la matière grise. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. République démocratique du Congo. À l'époque, c'était Zaïre. Et avant, c'était encore la République démocratique du Congo. Juste après l'indépendance. À la tête de notre pays, on n'a jamais vu un professeur d'université. Ce sont juste des politiciens qui ont étudié, oui, mais ils ont quel niveau? C'est vous le peuple, vous le savez très bien et vous les avez choisis parce qu'il y a eu plusieurs scrutins déjà en République démocratique du Congo. J'ai reçu le professeur Mpoyi Kamulaï, il est candidat président de la République pour le scrutin du 20 décembre 2023. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Chevalier de la Plume. Merci professeur, je vous ai présenté, mais j'aimerais que vous fassiez vous-même une bonne présentation de vous. Eh bien merci, je m'appelle Mpoyi Kamulaï Lumbala Chamanyangala. Je suis né le 9 juin 1950 à Ndemba, dans la province du Kasaï, à l'époque où notre pays s'appelait encore la colonie du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Voilà. Très bien, belle présentation, professeur. Professeur, aujourd'hui, vous êtes décidé de vous engager dans la politique. Peut-on savoir de vous, professeur, est-ce la première fois de vous engager dans la politique, ou vous étiez déjà dans la politique, ou c'est par un souci majeur pour sauver le peuple congolais que vous êtes venu dans ce monde de politique? Je ne dirais pas que je viens dans le monde politique. Je ne suis pas un politicien. Et à 73 ans d'âge, je pense que chacun conviendra qu'il est tard, et trop tard, pour s'engager dans la politique. Donc ce n'est pas pour ça que je suis dans cette course. Comme vous l'avez dit, j'ai été coopté. J'ai été coopté par les membres du comité exécutif de l'Eldorado africain. Ce sont des personnes, hommes et femmes, qui me connaissent depuis longtemps. Plusieurs d'entre eux me connaissent depuis que nous étions à l'université. Ces collègues, ces compatriotes m'ont demandé, au vu de ce que nous faisons depuis pas mal de temps, je dirais même que c'est depuis que j'étais encore à l'université Lovanium en 1970, puisque nous sommes la dernière, quand je dis nous sommes, j'appartiens à la dernière génération des jeunes Congolais qui étaient étudiants à l'université Lovanium en 1971. Donc ce sont ces collègues,
ces compatriotes qui ont estimé que, au regard de mon engagement social et au regard de ma préoccupation pour le bien-être de chacun de nous, qu'il était ou qu'il serait opportun et utile que je puisse concourir, présenter, offrir à notre peuple mes services, et dans la mesure où notre peuple pouvait me faire confiance, alors nous pourrons cheminer ensemble main dans la main pour changer notre pays, pour transformer notre pays, la République démocratique du Congo, en Eldorado africain. Professeur, c'est depuis 2006 que la République démocratique du Congo a connu les élections démocratiques. Et je voudrais vous poser cette question, professeur. Selon vous, c'est à partir des élections qu'on peut changer le pays, ou il y a une autre manière qu'on peut changer notre pays? Mais nous avons connu toutes les manières d'accéder au pouvoir. Notre pays, dans sa constitution, quand je dis dans sa constitution, c'est-à-dire dans sa formation en tant que pays, existe seulement depuis le 26 février 1885. Avant cela, nous étions chacun dans son coin, chacun parlant sa langue, et l'entité que nous appelons aujourd'hui Congo n'existait pas. Léopold II, lorsqu'il est arrivé, il a fait de ce pays, et s'est accaparé d'une superficie, d'un territoire qui avait une superficie de 2 345 410 km². Et il en avait fait sa propriété privée, et toutes les exactions qui ont été commises dans ce pays sous son autorité par ses agents ont révolté la conscience de l'humanité. La fin de l'État indépendant du Congo a été la première campagne de l'humanité contre les violations des droits de l'homme. En novembre 1908, notre pays devint la colonie du Congo belge. La gouvernance du pays changea alors radicalement, et en l'espace de 52 ans seulement, les gouvernants belges réussirent la gageure de faire de notre pays la colonie la plus avancée de l'Afrique noire. Quand je dis les gouvernants belges, parce que c'était la seule chose qui avait changé, le peuple était resté le même. Je dirais même qu'il n'était pas le même, puisqu'il était, nos parents et nos grands-parents étaient de loin moins bien formés que nous. Alors, le 1er juillet 1960, les Belges sont partis massivement et nous avons repris leur place. Il y a eu une sorte de démocratie, si on peut dire, de consultation populaire qui nous avait donné le premier gouvernement, dont le premier président fut M. Joseph Kasavubu, et le premier ministre fut M. Lumumba Patrice Emery. Après, nous savons tous comment ce gouvernement a été évincé par ce que le coup d'État, un premier coup d'État qui avait été perpétré le 14 septembre 1960 par monsieur qui était à l'époque le général ou le lieutenant-colonel Mobutu. 5 ans après, il a repris le pouvoir pour de bon, et pendant 32 ans a fait totalement régresser notre pays. Il a été chassé du pouvoir à travers une rébellion de 1961
1996 à 1997. Et lorsque le chef des rebelles s'était autoproclamé président de la République, un semblant de démocratie s'était mis en place pour se partager le pouvoir. Pas moins d'une année après, ceux qui avaient été chassés, c'est-à-dire les Mobutistes, ont pris les armes pour combattre le gouvernement de monsieur que nous appelons ici chez nous Mosé Kabila. Et enfin, il fut assassiné, comme nous savons, et un autre jeune Kabila prit le pouvoir. Vous avez dit qu'en 2006, nous avons eu des élections démocratiques. Je ne sais pas, mais chacun se souviendra qu'au lendemain des élections de 2006, Monsieur Bemba Jean-Pierre avait pris de nouveau les armes et donc je ne sais pas s'il faut appeler ça une élection démocratique. En 2011, la Constitution a été modifiée pour pour assurer que M. Kabila continuerait à être président. En 2016, un arrangement fut conclu pour lui permettre de continuer jusqu'en 2018. En 2018, il y a eu ce qu'il y a eu. Était-ce la démocratie? Dieu seul le sait. Et aujourd'hui, en 2023, nous allons pouvoir de nouveau faire un nouvel exercice. Sera-t-il cet exercice la continuité, la continuation de ce que nous avons connu jusqu'à présent, c'est-à-dire des arrangements en marge du peuple, parce que c'est de cela qu'il s'agit, des arrangements entre politiciens pour se mettre eux-mêmes au pouvoir et distribuer entre eux les prébendes du pouvoir. Voilà la question que nous devons nous poser en tant que peuple à la veille de cette consultation populaire qui aura lieu le 20 décembre 2023. Joseph de Maistre a dit que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Notre défi pour le 20 décembre, c'est de se dire au lendemain du 20 décembre, enfin, après 63 années de politicailles, permettez-moi l'expression. Les politicailles. Enfin, finalement, nous, le peuple souverain du Congo, nous avons élu la personne que nous croyons avoir les compétences, les vertus, les qualités morales et éthiques qui sont nécessaires pour nous conduire vers un meilleur destin. Voilà. Très bien dit, professeur. Vous avez vraiment dit, vous avez raconté l'histoire. Même quelqu'un qui n'est pas congolais, en suivant cette émission, il peut comprendre ce qui s'est passé dans notre pays sur le plan politique, surtout en ce qui concerne la prise du pouvoir. Professeur, je reviens encore dans ma question. Ce sont les élections, professeur, qui peuvent aider le pays à aller de l'avant, c'est-à-dire changer le peuple, changer la vie du peuple, ou, je ne sais pas moi, un autre mode de pouvoir, d'obtention de pouvoir. Mais tout ce que j'ai décrit, l'élection est la voie la plus pacifique, la plus civilisée, qui permet à un peuple de confier son pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple qui va le confier à un seul individu qui va organiser, impulser, orienter le développement de la nation. C'est pour ça qu'à la tête, non seulement des pays, mais des institutions, il y a toujours un individu. Et c'est cet individu qui a le devoir, la charge
et la responsabilité d'impulser le développement de ce pays. Alors, si on ne le fait pas par la voie d'élection, un peuple ne disparaît jamais et nous avons vu les exemples récents. Le plus récent, c'est celui du Gabon. Il n'est pas très voisin de nous parce qu'il y a un pays qui nous sépare. Mais nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon. Et donc, lorsque un peuple demeure apathique, alors ceux qui détiennent la force finissent par imposer un individu à la tête du pays pour essayer de parer au plus pressé. C'est ce qui est arrivé dans notre propre pays le 24 novembre 1965. C'est ce qui est arrivé le 17 mai 1997. Est-ce que c'est ce qui arrivera après le 20 décembre? Dieu nous en garde. L'avenir nous dira plus par rapport à cela. Professeur, allons maintenant allons à l'actualité. Vous êtes allé au bureau, au BRTC de la CENI, pour déposer votre candidature. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais ce qui s'est passé est très simple. Je suis allé, après avoir accepté la cooptation par mes pairs, par les représentants de notre peuple, j'ai compulsé le dossier conformément aux exigences de la loi et je me suis présenté fort de ce dossier pour déposer les dossiers afin qu'ils soient examinés par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi. Mon dossier, après avoir été compulsé par le préposé à la réception, cette personne, après avoir remarqué que le dossier comprenait toutes les pièces sauf une, c'est-à-dire l'acte d'achat du droit d'être considéré comme un candidat, m'a dit non, monsieur, nous ne pouvons même pas recevoir votre dossier. Je lui ai dit, mais pourquoi? Votre rôle est de recevoir le dossier et de le transmettre à qui de droit. Non, messieurs, nous, on applique la loi. La loi nous dit qu'il faut démontrer que vous avez acheté. Je dis, non, il doit démontrer où est-ce que la preuve que vous avez payé la caution. Je dis, vous voulez dire l'achat du droit? Il dit, non, mais ce n'est pas nous qui disons, mais je dis, mais c'est exactement cela. Vous me demandez d'acheter le droit d'offrir mes services à notre peuple. Eh bien, discutons-en un peu, parce que moi, je suis professeur d'université, je touche par mois un salaire de 3 millions de francs congolais, donc je ne peux pas, je n'ai pas réussi, je n'ai pas cet argent pour pouvoir acheter le droit d'offrir mes services à notre peuple. Oh, professeur, ce sont des avocats, ils ont vu que j'étais un cher confrère, non, la loi est la loi. Je dis, mais vous n'appliquez pas la loi parce que les directives disent très clairement, lorsqu'un dossier n'est pas conforme, on délivre au candidat qui est allé déposer son dossier un récépissé avec un avis motivé de non-conformité. Donnez-moi cet avis. Non, on ne peut rien vous donner, on ne peut rien recevoir. Voilà ce qui s'était passé lorsque je me suis présenté devant le bureau de réception et de traitement des dossiers. Et professeur, après ces refus le refus de réceptionner votre candidature au niveau de la CENI, vous n'avez pas croisé les bras.
vous êtes allé ailleurs. Quelle est la suite? Mais comment pouvais-je croiser les bras? Je ne m'étais pas autoproclamé candidat comme tous les autres. Et donc, étant professeur de droit, ayant vécu dans d'autres pays pendant longtemps, notamment en Belgique, en France, aux États-Unis, et comprenant que dans notre pays, la Constitution, en son article 1er, stipule que la République démocratique du Congo est un État de droit, et sachant que la Constitution établit une Cour constitutionnelle qui a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité de chaque loi, alors je me suis pourvu auprès de la Cour constitutionnelle et j'ai demandé à la Cour constitutionnelle d'examiner cette question et de constater, parce que les juges disent le droit. Et le droit, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui déclare que tous les hommes sont nés égaux et ont des droits égaux et leur dignité, et que notre propre Constitution reprend d'ailleurs cette qui est devenue universelle, que tous les hommes sont nés égaux et ont droit à une égale protection de la loi. Et donc, je me suis aussi souvenu qu'en tant que professeur d'université, ce que nous enseignons, les articles 10, 11 et 13 de la Constitution consacrent le droit de chacun à faire valoir ses droits en toutes circonstances. Et plus particulièrement, l'article 13 de la Constitution stipule très clairement que nul ne peut être soumis à une quelconque discrimination basée sur la loi ou sur un acte de l'exécutif en fonction de son origine, de sa religion, etc., ou de sa condition sociale. Lorsque l'on exige d'acheter le droit d'être candidat à la présidence de la République, moyennant le paiement d'une somme extravagante de 160 millions, c'est très clairement une discrimination et une condition qui est basée sur la condition sociale. Donc pour vous, professeur, je peux dire, même pour ceux qui nous suivent, les politiciens savaient. Les politiciens, je peux dire, les politiciens qui veulent accaparer les pouvoirs, qui veulent rester éternellement dans le pouvoir. Ils ont planifié dans leur stratégie, ils ont mis de pièges pour que le peuple n'y accède pas, pour que le peuple n'arrive pas à prendre son pouvoir en main. Peut-on dire cela, professeur? Mais ils ont verrouillé, parce que c'est les termes qu'on aime beaucoup utiliser ici chez nous. Je rappellerai que dans notre propre pays ici, l'accès à la présidence de la République n'a jamais été conditionné par le paiement d'un quelconque droit. Chacun sait que M. Kasavubu n'avait payé aucune caution. M. Mobutu, après avoir fait le coup d'État, et quand on a commencé à faire des simulacres d'élections, il ne payait aucune caution. M. Kabila lui-même, le Kabila père, n'avait payé aucune caution. M. Kabila fils n'avait payé aucune caution. Et donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on supprime le deuxième tour de scrutin, on impose de l'argent, mais le paiement d'une somme d'argent que personne, absolument personne, ne peut mobiliser dans notre pays de manière honnête et uniquement sur la base de ses propres revenus ou de la sueur de son front.
C'est très profond ce que vous venez de dire, professeur. Personne ne peut mobiliser avec son salaire. Si un fonctionnaire de l'État, un huissier, décide de devenir président de la République, il doit économiser pendant 100 ans. Si quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, chef de bureau, a des ambitions de devenir président de la République, il doit économiser pendant 200 ans. C'est plus normal, cette situation. Oui, professeur, qu'est-ce que le peuple congolais peut faire par rapport à ce qui se passe dans notre pays, tout ce dont je viens de citer avant? Mais notre peuple doit d'abord comprendre que ce que le professeur Mpoika Moulaye a entrepris, ce n'est pas une lutte personnelle. Ce n'est pas parce que le professeur Mpoika Moulaye, comme tous les autres 24 candidats, rêve et préoccupé de devenir président de la République. La première chose, c'est de comprendre que cette action que le professeur Mpoika Moulaye a portée devant la Cour constitutionnelle concerne chaque Congolais, concerne chaque Congolaise. Et donc, si le peuple se tait, la Cour constitutionnelle risque de penser qu'il n'y a que M. Mpoika Moulaye qui s'agite. Voilà pourquoi il est important que le peuple fasse de cette question une préoccupation fondamentale. L'article 27 de notre Constitution prévoit que tout Congolais a le droit de s'adresser à l'autorité publique par voie de pétition pour faire entendre sa voix. Voilà pourquoi la chose immédiate que notre peuple devrait faire et à laquelle nous invitons notre peuple à s'engager, c'est de s'exprimer à travers une pétition que nous allons faire circuler. Je crois que le comité exécutif de l'Eldorado prendra cette initiative d'initier une pétition qui sera ouverte à la signature de chaque Congolais pour faire comprendre à la Cour constitutionnelle que nous avons tous collectivement intérêt, y compris eux-mêmes, ceux qui siègent à la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas oublier que leur mandat à la Cour constitutionnelle est d'une durée limitée à 9 ans. Et pour ceux d'entre eux qui voudraient un jour offrir leur service à notre pays en tant que candidat président de la République, notamment pour faire valoir toute l'expérience qu'ils ont acquise pendant qu'ils siégeaient à la Cour constitutionnelle, pourront, ou pas pourront, se trouveront handicapés parce qu'ils ne pourront pas, parce que sur la base de leur salaire, aucun juge constitutionnel ne pourra réunir les 160 millions. Donc, c'est important que nous comprenions tous que ce que j'ai entrepris aujourd'hui, c'est pour la transformation de notre pays. D'abord pour remettre les politiciens à la place qui est la leur. Les politiciens sont au service du peuple et ne peuvent pas être à leur service. Voyez-vous, lorsque les politiciens ont mis cette condition, c'est comme vous prenez une entreprise, la plus performante qui soit. Et je prendrai par exemple la Banque mondiale, entreprise dans laquelle j'ai eu le privilège de travailler. Imaginez que les directeurs ou le conseil d'administration actuel dirait désormais pour avoir le candidat, parce qu'aujourd'hui les candidatures sont reçues. On dit mais pour que vous soyez considéré comme candidat président de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, vous devez payer X millions de dollars. Eh bien, les fonctionnaires
de la banque, ou les actionnaires de la Banque mondiale se diront, mais comment est-ce possible? Tout le monde va s'étonner. Ah ben, on sera, on dira, mais quelle est cette personne d'abord qui dirait, je veux offrir mes services, mais je dois d'abord acheter le droit qu'on examine ma candidature. Ça dépasse tout entendement. Mais je confirmerai en disant, dans les pays de vieille démocratie, aux États-Unis par exemple, ou en France, aucun candidat ne doit payer un sou pour être candidat. Et donc, j'entends souvent dire ici, et même des collègues professeurs d'université, ce qui me surprend totalement. Des professeurs d'université qui sont des juristes. Ah non, si on ne mettait pas cette caution, alors tout le monde, on aurait 3000 candidats. Mais la manière de limiter le nombre de candidats, c'est le 2 tours de scrutin, comme ça se passe partout, comme ça se passait ici. Donc on ne peut pas imposer l'argent, soi-disant, non, si on ne le fait pas, tout le monde sera candidat. Mais bien, tout le monde doit être candidat. Le peuple choisira les 2 meilleurs et là, l'élection finale se fera entre les 2. Donc c'est comme ça qu'on résout le problème et non pas en disant « Ah non, non, il faut qu'on élimine par l'argent ». Et puis je terminerai par dire un argument aussi farfelu que j'ai entendu. Non, le président, le candidat président doit déjà avoir les moyens, s'il n'est pas capable d'acheter ce... Mais comment... C'est de la folie là. Mais c'est complètement, c'est parce que nous savons très bien que chacun de ces présidents qui sont venus, mais nous ne pouvons pas nous cacher la face, à commencer par Kasavubu. Et Mobutu avait quel moyen? Il n'avait absolument rien. Ils sont surtout Mobutu et tous ceux qui l'ont suivi après sont venus poches vides et ils sont sortis les poches pleines à craquer. C'est ça ce que nous devons comprendre et c'est ça la lutte que le professeur Poika Moulayi mène en tant que pour devenir le candidat du peuple afin de parler pour le peuple et non pas pour les politiciens. Merci professeur Kamoulaï. Merci chers internautes, chers peuples, vous nous suivez de partout. Vous avez suivi l'intelligence. Le professeur n'a pas tort. Il a dit ce qu'il devrait dire. Parce que la République démocratique du Congo doit se comporter comme un pays, des gens qui raisonnent, des gens qui ont étudié, parce qu'il y a des universités ici. Il y a des enfants qui étudient de la maternelle et jusqu'aux universités. Mais la manière dont les politiciens se comportent, ça laisse à désirer. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être le professeur, un tout dernier mot de la fin. Mais j'ai vraiment confiance en notre peuple. Je pense qu'il va s'exprimer par la voie de la pétition, comme c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Le texte de la Constitution dit d'ailleurs très explicitement que nul ne peut être incriminé ou poursuivi pour avoir pris l'initiative d'initier une pétition. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde à signer massivement cette pétition parce qu'il ne s'agit pas de mettre le professeur Poika Moulayi au Palais de la Nation, il s'agit de réclamer en tant que peuple notre pouvoir, de reprendre ce pouvoir d'entre les mains des politiciens qui l'utilisent désormais ou depuis qu'ils sont là pour leurs propres besoins et pour les besoins de leur propre famille. La politique ailleurs n'est pas un business, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Ailleurs, on ne sort pas, on n'entre pas en politique pauvre pour en sortir riche. Merci beaucoup professeur. Merci à vous chers internautes. C'est madame Laetitia Kaïnde qui était derrière la caméra. Je vous bénis tous. Au revoir.